Bonjour à tous, c'est Mustapha. Aujourd'hui, on va essayer de refaire un petit cours de rappel sur le rayonnement alpha et bêta, principales caractéristiques et applications thérapeutiques. Donc, c'est un cours qui a été fait le 6 et le 7 novembre à la fac. Donc, on va essayer aujourd'hui de revoir les points les plus essentiels de ce cours. Donc, ce cours débute par un petit rappel d'atomistique. La seule chose qui va nous intéresser pour la suite du cours, ça va être de faire la distinction entre le A, nombre de masse, et Z, numéro atomique. Donc je vous rappelle que le numéro atomique constitue le nombre de protons contenus dans le noyau, tandis que le nombre de masse constitue le nombre de nucléons, donc que ce soit les protons plus les neutrons. Ensuite, le cours va parler de l'excitation des électrons. Donc l'excitation des électrons, c'est un phénomène que vous connaissez déjà très bien. Vous l'avez revu en UE1, donc que ce soit dans les cours d'atomistique et après. L'excitation, elle peut avoir lieu lorsque un électron d'une couche supérieure qui va être excité va vouloir revenir à une couche inférieure. Donc l'électron qui est là, E, il va revenir, et lorsqu'il va revenir, la différence d'énergie entre les deux couches va être émise sous forme de rayonnement électromagnétique. Donc ça va faire un photon. Ça, c'est la première manière, on va dire, de désexciter le cortège électronique. Il existe dans ce cours une deuxième manière de désexciter le cortège électronique. Cette deuxième manière, ça va être une chose nouvelle que vous n'avez pas encore vue pour l'instant. Donc on va dessiner un noyau avec des électrons autour. On va faire aussi une troisième couche. Donc, on va dire que cet électron-là, celui-là, il est excité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se désexciter, on est d'accord? Lorsqu'il va se désexciter, il va former quoi? Il va former un rayonnement. On nous dit que le rayonnement, c'est un rayonnement X. Okay, donc, le rayonnement qui correspond à la gamme des rayons X. Ce rayonnement X, lorsque cet électron va passer dans une couche inférieure à la couche fondamentale, le rayonnement X qu'il va émettre, il va aller à l'encontre d'un électron et il va éjecter cet électron. Donc l'électron, il va se retrouver ionisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un électron de Auger. Cet électron-là qui est libéré, c'est un électron de Auger. Donc en fait, c'est un électron qui va être dégagé par le rayonnement X qui va être produit suite à la désexcitation. Donc ça, c'est les désexcitations du cortège électronique. Ensuite, il existe aussi ce qu'on appelle les désexcitations liées au noyau. Donc le noyau, tout comme le cortège électronique, peut être excité. Donc des nucléons autour des électrons, etc., etc. Lorsque ce noyau est excité, on dit qu'il est métastable, c'est-à-dire qu'il contient une quantité d'énergie plus élevée que ce qu'il devrait contenir. Il va se désexciter. Pour ce faire, celui-ci va libérer soit des photons, cette fois-ci ce sont des photons de la gamme des gamma, donc ça veut dire que ce sont des photons qui sont plus énergétiques, ok? Les photons gamma, on dit dans le cours qu'ils ont le même domaine, mais pas la même origine. C'est pour ça, parce que du coup, les photons X proviennent du cortège électronique, et les photons gamma proviennent du noyau. La gamme, elle est à peu près pareille, mais voilà, pour ce cours, il faut retenir qu'elle elle est à peu près pareille, avec quand même les photons gamma qui restent un petit peu plus énergétiques que les X. Ça, c'est pour ce qui est de la désexcitation du noyau lorsqu'il produit un photon gamma. Mais il faut savoir que ce noyau-là, lorsqu'il produit un photon gamma, il peut faire un petit peu comme les électrons et libérer un électron. Cet électron-là, c'est ce qu'on appelle un électron de Auger. C'est-à-dire que le photon gamma qui va être produit, il va aller là, il va taper contre l'électron, il va éjecter l'électron. Donc cet électron-là, il va s'appeler électron de conversion interne. Donc en fait, c'est le nom qui change, mais le phénomène est un petit peu pareil. Maintenant, on va voir les désintégrations. Donc on a vu les désexcitations du noyau et des électrons. Maintenant, on va voir les désintégrations. C'est-à-dire lorsque le noyau contient trop de particules. Donc imaginons un noyau qui contient 5 neutrons pour un proton. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de neutrons
que de protons et autour des électrons, bien sûr. Ce noyau-là, il est beaucoup trop riche en neutrons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le noyau va naturellement avoir envie de se désintégrer et de transformer des neutrons en protons pour essayer d'équilibrer la différence entre les neutrons et les protons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un de ces neutrons-là, il va se transformer, il va se désintégrer. Lorsqu'il va se désintégrer, qu'est-ce qu'il va former? Prenons cet électron-là. Cet électron-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer une particule bêta moins, donc un espèce de petit électron. Lui, il va devenir, lorsqu'il va libérer une particule bêta moins, il ne va lui rester que des plus à l'intérieur, donc il va devenir un proton. Et pour finir, il va libérer un antineutrino qui représente de l'antimatière. Je vais mettre anti-N, même si dans le cours, la notation est un petit peu différente. La notation, normalement, ça devait être un U pour le neutrino. Mais bon. Ensuite, il faut comprendre quoi de cette désintégration? Il faut comprendre que cette désintégration, elle est isobarique. Ça veut dire quoi qu'elle est isobarique? Ça veut dire que le nombre de masses, il n'est pas modifié. Ok? Ça veut dire que tout à l'heure, on avait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucléons. Là, on en a toujours 6. En revanche, le numéro atomique, lui, il est modifié. Il va changer le numéro atomique. Ok? On va passer d'un numéro atomique de 1 à un numéro atomique de 2. Donc le numéro atomique, il va augmenter lors de la désintégration bêta-. Ça, c'est lorsque on a trop de neutrons. Il faut aussi savoir que lorsqu'on a trop de protons, il peut se passer le phénomène inverse. C'est-à-dire que on a on va imaginer deux neutrons, 5 protons, avec un cortège électronique autour, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer pour ce noyau en particulier? Celui-ci, étant donné qu'il a trop de protons par rapport aux neutrons, qu'est-ce qui va se passer? Les protons, ils vont se désintégrer. En se désintégrant, qu'est-ce qu'ils vont libérer? Ils vont libérer une particule bêta plus. Donc, prenons l'exemple de cet électron, de ce proton-là. Il va libérer une particule bêta plus. Ensuite, il va libérer un neutrino. Et lui, étant donné qu'il a libéré une particule bêta plus à l'intérieur, il va devenir un petit peu neutre. Parce que tout à l'heure, il avait beaucoup. Un proton, c'est juste. C'est une particule qui contient plus de charge plus que de charge moins. Donc il est chargé positivement. Un neutron, il est neutre, donc il contient autant de charge plus que de charge moins. Si je libère une charge plus à l'intérieur, il va y avoir. Si un proton qui avait plus de charge plus que de charge moins va libérer la différence de plus, il va devenir neutre. Donc ça va devenir un neutron. C'est ce qui se passe lors de la désintégration bêta plus. Ça, c'est une désintégration qui reste toujours isobarique, c'est-à-dire qu'on part d'un nombre de masse de 7, A est égal à 7, et on revient à toujours un A qui est égal à 7. En revanche, le Z, lui, il baisse, il passe d'un Z de 5, donc tout à l'heure il avait 5 protons, maintenant il n'en a plus que 4, donc le numéro atomique a baissé.